on passe tout de suite au sujet suivant et à l'oratrice suivante, à Sanae Mazzouri et la télémédecine. Sanae Mazzouri, qui est une personne vraiment extraordinaire, qui est à la fois médecin adjointe au HUG en cybersanté et télémédecine chez Antoine Gaïs-Buller, qui est médecin installé, au groupe médical, elle va me le dire là, si elle est activiste. Bonne Terrebonne, Terre, à hein? Aisin. Terrebonne, à Aisin. Bonsoir Terrebonne, Bertrand. j'allais dire Bonne Terre à Aisin, qu'elle a cofondée, et puis elle a encore une activité de médecin de famille, vous voyez, c'est très complet. Et c'est d'ailleurs aussi, c'est une médecin de famille, mais c'est aussi une mère de famille, donc voyez un peu la complé- le côté complet de son CV et de ses capacités. Alors, je vous passe la parole. Je rappelle donc qu'après, il y aura une séance de réponses à la suite de son intervention, de réponses aux questions de chat. Merci. Et je lui poserai, moi, quelques questions d'ailleurs en cours de route. La parole à vous. Merci Bertrand. Bonsoir à tous. Je remercie la Société vaudoise de médecine de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de sensibiliser mes confrères vaudois aux bonnes pratiques de télémédecine. Pourquoi vous parlez ce soir de bonnes pratiques en télémédecine? On a pu assister à un véritable boom de la télémédecine. Je m'excuse, j'espère que tout le monde voit bien mes slides. Tu me confirmes Bertrand qu'on les voit bien? Oui, oui, on les voit. Très En tout bien. cas, moi, je les vois. Ouais, alors qu'avant, non, mais je les vois. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on a assisté à un véritable boom de la télémédecine dès la première vague. En effet, dès le 16 mars, quand le Conseil fédéral a qualifié la situation d'exceptionnelle, on a vu des hôpitaux, des cliniques et des cabinets devoir renoncer à des traitements non urgents et des médecins se convertir à la télémédecine et changer complètement leur manière de dispenser des soins. Donc, une télémédecine qui était au cœur de la stratégie de gestion de crise, à la fois pour le tri des patients suspects Covid, mais aussi et surtout pour le suivi de nos patients chroniques. On ne va pas discuter aujourd'hui de l'intérêt de la télémédecine. On sait qu'elle aide à améliorer l'accès aux soins. Elle a un rôle également dans le tri en amont des urgences. Mais il semble important qu'on puisse aujourd'hui mieux former nos médecins à la télémédecine parce qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés durant leur cursus. Il n'y a pas non plus de cadre légal spécifique à l'exercice de la télémédecine, en tout cas en Suisse. Et puis, on sait que les actes de télémédecine sont peu valorisés par le TERMED. Oui, Donc, mais alors, qu'est-ce qu'on entend par télémédecine? Parce que c'est un mot extrêmement large et vague. alors c'est une très bonne question. C'est intéressant qu'on s'arrête une minute sur la définition. Moi, je m'appuie sur celle de l'OMS qui définit la télémédecine comme la fourniture de services de soins de santé lorsqu'il y a un facteur d'éloignement par des professionnels de soins de santé et qui font appel à des technologies de l'information et de la communication. Et en cela, il existe 5 types d'actes de télémédecine. Il y a la téléconsultation, hein, lorsqu'un soignant, un professionnel de la santé consulte via ces outils avec un de ses patients. Il y a la téléexpertise, c'est quand un professionnel de la santé sollicite un autre professionnel de la santé sur la base de son expertise. Également la télésurveillance qui permet de surveiller en continu des paramètres vitaux, par exemple d'un patient, ou encore la téléassistance quand on assiste un professionnel de la santé à distance pour un geste technique, et encore la télérégulation comme le fait très bien le 144. Et puis cette téléconsultation, elle peut être synchrone et asynchrone. Et ça a un intérêt, on verra un peu plus loin pour la facturation aux yeux de l'OFSP. Les téléconsultations synchrones, c'est quand elles sont instantanées, donc par téléphone, par vidéo ou un chat direct, alors que les téléconsultations asynchrones qui sont moins bien reconnues, c'est les échanges que vous faites avec vos patients par mail notamment. Et puis, il y a une petite subtilité dans la téléconsultation assistée par un thérapeute. Si c'est un médecin qui est à distance, on parle de téléconsultation quand c'est une infirmière qui assiste le patient à son domicile, par exemple, alors que quand c'est un thérapeute qui délivre le soin, on ne parle plus de téléconsultation, mais plutôt de télésoins. C'est vraiment un monde, hein, cette télémédecine. Mais une des grandes questions des médecins, c'est dans quel cadre juridique est-ce que ça se joue, tout ça? Alors ça, malheureusement en Suisse, il y a pas de loi spécifique qui encadre les activités de télémédecine. Donc, ce qui s'applique, c'est les mêmes lois que pour l'exercice de médecine en présentiel, à savoir la loi fédérale sur les professions médicales, mais également la loi sur les protections des données, puisqu'on va également échanger des données via des consultations à distance, et puis toutes les règles usuelles en lien avec le droit médical, le code de la FMH et tous les principes relatifs au dossier médical du patient. Et c'est justement quoi ces recommandations?
font? Qu'est-ce qu'il y a comme type de recommandations de la télémédecine? Alors, très localement, je vais commencer par les recommandations de la FMH. Je vous ai mis, pour chaque slide, je vous ai mis quelques références qui seront accessibles. D'ailleurs, je pense que les organisateurs pourront partager mes slides. Les recommandations de la FMH, tout d'abord, qui sont vraiment spécifiques à la télémédecine. La FMH a régulièrement publié des fiches d'information sur la télémédecine qui abordent différents aspects pratiques, mais aussi des aspects en lien avec le droit et la facturation. Pour élargir un petit peu, je me base beaucoup sur les recommandations de l'Association américaine de télémédecine ou encore de la Haute Autorité de santé, qui a d'ailleurs édité des guides très pratiques pour les médecins, mais également pour les patients. Et puis, pour vous aider dans les aspects communication, notamment, je cite ici l'Academy of Communication and Healthcare, qui a publié elle aussi, et je vous ai mis également la ressource, un guide pour pouvoir aider les médecins à bien communiquer, une communication centrée sur le patient, notamment les patients Covid. Mais les médecins qui sont peu rompus à la télémédecine, ce qui n'est pas votre cas, mais ils se demandent toujours, mais dans quelle situation il faut utiliser ça, où ça a un sens d'utiliser la télémédecine? Alors, en principe, les médecins qui ont l'habitude ou qui ont l'expérience de téléconsulter ont l'habitude de consulter pour toute situation qui ne requiert pas de gestes techniques ni examen physique. Moi, j'ajouterais qu'il faut quand même faire preuve d'un petit peu de prudence puisque voilà, les consultations à distance, elles sont limitées. On a une limitation des sens, on ne peut pas toucher le patient, on ne peut pas non plus avoir des aspects liés à ses émotions, parfois qui sont plus difficiles à percevoir à distance. On ne peut pas l'examiner de manière approfondie, même si on peut faire une évaluation clinique à distance, notamment avec tous ces objets connectés où on peut ausculter le patient à distance, on peut prendre sa tension aussi, l'avoir en direct pendant la consultation avec un outil, un tensiomètre connecté. Il y a quand même des limites techniques, hein. On peut avoir des problèmes techniques, une qualité du son ou de la vidéo qui est médiocre. Et puis, parfois, on n'a pas la possibilité de vérifier l'identité du patient, en particulier si vous consultez avec des patients que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus au cabinet. Et puis, il y a vraiment au niveau clinique des situations pour lesquelles on peut pas, il n'y a pas de téléconsultation possible ou ça pourrait être dangereux d'en pratiquer. Alors, tout à fait. Clairement, la Haute Autorité de Santé et l'Association américaine de télémédecine ont édité une liste de patients pour lesquels, clairement, on ne va pas proposer la téléconsultation. Je les ai ici listées quelques-unes, notamment les patients qui refusent une prise en charge par téléconsultation, et c'est son droit. D'ailleurs, on verra un peu plus tard qu'il faut recueillir son consentement avant de lui proposer une téléconsultation. La FMH prévoit aussi l'article 7 du code de la FMH exclut les traitements de longue durée à distance. Traitement à longue durée, c'est 6 mois. Ça veut dire qu'il faut voir au moins le patient une fois avant de lui proposer une téléconsultation sur les 6 prochains mois. Les patients qui nécessitent d'être vus en face à face, en particulier les patients qui ont des troubles de l'audition quand ils ont besoin de lire sur vos lèvres, bien sûr les situations d'urgence, les patients qui présentent des signes d'intoxication, quand il faut faire une palpation ou un geste technique. Pour ce qui est des patients qui sont allophones, alors là, je nuancerai un petit peu parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'inviter en visio un interprète ou un proche qui peut, avec l'accord du patient, participer à la téléconsultation et traduire, hein, pour le patient. Bien sûr, les patients qui ont des troubles cognitifs ou encore les patients qui ne sont pas équipés pour pouvoir faire de la consultation à distance. Et puis, évidemment, les questions qu'on se pose si on connaît peu ou mal, c'est quels sont qu'est-ce qui est, au niveau des solutions technologiques, qu'est-ce qui est à disposition des médecins qui voudraient avancer un peu là-dedans? Alors, avec le boom de la télémédecine, on a vu pléthore d'outils apparaître sur le marché. Pour pouvoir s'y retrouver, la FMH a publié là aussi un listing des solutions. Alors, il y a des solutions qui sont dites non spécifiques, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées pour des meetings aussi bien professionnels que médicaux. Elle les a classées selon leur niveau de sécurité, A recommandé, B non recommandé, B pardon, recommandé avec réserve, C non recommandé. Ici, je cite 3 exemples d'outils qu'elle a recommandés avec un niveau de sécurité A. C'est Cisco WebEx, HIN, Talk Video ou encore Microsoft Teams.
Et puis, il y a des solutions à usage plus spécifique médical pour lesquelles, et j'insiste, il n'y a pas de stockage de données, ce qui peut rassurer le patient. C'est des outils notamment qu'on a développés au HUG pour les médecins de ville, notamment Docteur at Home, qui est d'ailleurs disponible grâce au soutien de la Direction générale de la santé genevoise et la MGE pour les médecins genevois, mais aussi les médecins vaudois qui pourraient en bénéficier. Donc des solutions qui sont facilement implémentables au cabinet pour lesquelles le patient n'a pas besoin de télécharger un outil. Alors ça, moi, j'ai juste une petite question. J'en Oui. ai plein. Je sais pas, j'entends une drôle de voix là. J'ai juste une petite question en passant. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous, il faut passer par le chat. Est-ce qu'on sait si HIN, qui garde des données, les données, elles sont posées ou sur du cloud qui est américain en fait ou, Alors, c'est vrai que selon les solutions, donc la FMH, et je vous renvoie à son document, elle précise ouais. bien pour chaque solution, parce qu'il devait, ça a été vraiment analysé en détail, où sont stockées les données. La FMH, elle n'interdit pas l'utilisation d'un outil où les données sont stockées sur le cloud. Ça, c'est assez particulier, à condition qu'on sous-traite, si on sous-traite avec ce type de fournisseur, on ait un contrat avec ces sous-traitants qui les soumettent également à la protection des données, que ce soit la loi européenne par exemple, mais c'est possible d'utiliser un outil qui est stocké dans le cloud à condition d'avoir ce contrat de confidentialité avec votre Oui, mais fournisseur. enfin, je ne vais pas déjà entrer dans les détails, mais les clouds qui sont les moins chers sont ceux, par exemple, liés à Amazon. Amazon dépend de la loi américaine et la loi américaine est plus forte que les contrats pour aller voir par-dessus l'épaule des gens ce qu'il y a dans les clouds. Enfin, c'est toujours une préoccupation, ça. Absolument, et pour avoir rédigé un des articles que vous pouvez retrouver Oui. dans la revue médicale suisse qu'on a publié au mois de septembre dans l'édito spécial télémédecine, on a travaillé avec un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies qui est Monsieur Avigdor. Lui encourage plutôt à utiliser des solutions où il n'y a pas de stockage de données ou encore si les serveurs sont en Suisse pour être soumis à la loi suisse et pour garantir une protection des données et des droits des patients suisses. Une téléconsultation, ça se prépare pour le médecin? Comment ça se passe? Absolument, absolument. Il ne faut pas y aller comme ça. C'est vrai qu'une consultation téléphonique, c'est très simple. Et encore, je dirais qu'il faut quand même vérifier un certain nombre d'aspects, notamment l'identité du patient. Mais pour pouvoir téléconsulter dans des bonnes conditions, il faut adapter son environnement, bien sûr, s'équiper avec des outils qui permettent d'avoir une bonne qualité de son et de vidéo, et d'image, pardon, parce qu'on va essayer d'avoir un maximum d'informations cliniques à distance. Il faut s'assurer qu'on est dans un lieu confidentiel. On ne va pas téléconsulter dans le train le week-end en se rendant au chalet, s'assurer qu'on a une bonne connexion Internet. Il faut s'assurer qu'on puisse accéder aux données médicales du patient à tout moment, se référer à son dossier. Et puis, je dirais, ça me semble important d'insister sur ce point, de s'assurer qu'il y a des ressources médicales disponibles si jamais vous vous rendez compte pendant la téléconsultation que la situation est plus grave qu'elle n'en avait l'air et qu'il faut pouvoir adresser le patient rapidement vers un service d'urgence ou le voir en cabinet si vous êtes disponible. Et puis enfin, adapter sa pratique au motif de consultation. C'est clair que si c'est un renouvellement d'ordonnance, vous pouvez le faire par téléphone si vous connaissez bien votre patient. En revanche, si c'est une demande en lien avec une plainte dermatologique, par exemple, il faut pouvoir voir le patient et donc une vidéo sera bienvenue. Voilà, puis les questions du consentement, de la sécurité et Oui. tout ça, c'est aussi central. Alors, c'est des points qui sont également centraux dans le sens où ils garantissent la sécurité pour le patient, mais aussi pour vous en tant que prestataire de soins. Il faut s'assurer, il faut informer le patient dans un premier temps que la consultation va avoir lieu à distance. Il faut recueillir son consentement. Le patient peut refuser. Il faut bien lui préciser que c'est une consultation qui remplace une consultation présentielle et qu'elle sera facturée. Si vous utilisez un outil où vous authentifiez, donc un outil sécurisé, la règle, c'est la double authentification par code, par SMS ou par mot de passe. Là encore, je te reviens dessus, vérifier l'identité du patient, mais aussi des personnes qui l'accompagnent, parce que quand vous consultez qu'il est à domicile, il peut y avoir ses proches. Est-ce qu'il est d'accord pour que ses proches soient présents ou entendent ce qui sera dit pendant la consultation? Se présenter, ça c'est plutôt pour les médecins qui sont dans des call centers, qui téléconsultent comme ça. On ne sait pas sur quel médecin on va consulter, avec qui on va téléconsulter. Donc, c'est important que le patient sache qui est au bout du fil. Et puis, signer les emails si vous consultez par mail, et ça, c'est important. Toujours s'assurer que les données sont tracées dans vos dossiers patients. Gardez les copies des emails, ça, je le recommande. Et puis, donner au préalable la démarche à suivre à votre patient, c'est-à-dire s'il y a une coupure de cette téléconsultation, il doit savoir
qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il doit attendre votre appel ou est-ce qu'il doit essayer de vous recontacter? Donc, ça, c'est important. Et enfin, définir ce qu'on appelle les modalités de message entre absence. Ça, j'aimerais peut-être insister un Oui. petit peu dessus. Ouais. C'est tous ces médecins qui acceptent de donner leur mail ou qui donnent des conseils par SMS ou par WhatsApp. Il faut préciser au patient comment il doit se comporter si vous ne répondez pas à son message, ce qui vous évite d'engager votre responsabilité s'il n'y a pas de réponse. Lui dire, par exemple, dans quel délai il doit s'attendre à une réponse. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, vers où il doit aller. Ça peut être se tourner vers la centrale des médecins ou un service d'urgence ou le cabinet de votre remplaçant, par exemple. Et puis maintenant, la question pour les médecins, malgré tout leur attachement à la clinique et aux patients, c'est comment est-ce qu'ils facturent tout ça? Alors, la facturation, on sait que c'est malheureusement un frein à l'adoption de la télémédecine. C'est très peu valorisé par le TARMED. Les prestations à distance, elles sont facturables que si elles sont en contact direct et simultané. En principe, on ne pourrait pas facturer une consultation par mail, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il faut informer le patient que cette prestation soit payante parce que parfois, il vous appelle, il ne s'attend pas que derrière, il y aura une facturation si ça a donné lieu à une consultation. Les seules positions actuellement possibles pour une consultation à distance, c'est la position consultation téléphonique. C'est le point 0110 que je présente ici, qui est de l'ordre de 17 francs. Une consultation moyenne de 15 minutes, c'est 44 francs. Hein. Donc, les médecins ne sont pas trop encouragés à en remplacer une consultation présentielle par une consultation téléphonique. Pour la psychiatrie, je vous ai mis ici des consultations un petit peu plus spécifiques. Et puis, au fond, enfin, toutes ces questions d'SMS, de mail, tout, c'est ce qu'on appelle la consultation asynchrone. On n'est pas, C'est ça. voilà, C'est on est, ces consultations qui sont différées, pour lesquelles vous n'allez pas répondre instantanément au patient. Et puis, ces consultations-là, en principe, elles ne sont pas reconnues. Là, je vous ai cité l'extrait de document de l'OFSP qui précise qu'en principe, ce n'est pas considéré comme un contact téléphonique. Mais il y a une petite nuance, puisque janvier 2018, la FMH considère qu'on peut appliquer une facturation téléphonique pour une consultation par mail dès lors qu'elle répond aux critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité, c'est-à-dire qu'elle a permis d'apporter une qualité de traitement identique à s'il y avait eu un contact physique avec le patient. d'accord. Alors peut-être maintenant, en résumé, take home message, c'est, Alors moi, je dirais bien sûr que même s'il n'y a pas de loi qui encadre de manière spécifique les actes de télémédecine, il faut tout simplement respecter les règles de l'art de l'exercice médical et de son devoir d'information, préalablement bien avoir le consentement du patient et peut-être même le documenter dans le dossier du patient qu'il était d'accord pour une consultation téléphonique ou vidéo. Bien choisir l'outil, donc là, vous référez aux documents de la FMH. Si vous utilisez les emails pour échanger des données confidentielles avec vos patients, utilisez plutôt un email sécurisé type le modèle HIN. Toujours bien préparer et adapter son environnement, s'assurer des ressources médicales disponibles si vous devez référer votre patient parce que vous estimez que finalement c'est une situation qui ne se prête pas à une consultation à distance et votre patient doit être examiné. Et enfin, s'assurer de la traçabilité de l'information médicale et des modalités en cas d'échange par mail ou par SMS. très bien. Vous vouliez dire encore un mot sur votre Oui, sondage? Oui, merci beaucoup. En effet, je remercie la SVMed qui me permet de partager auprès de cet excellent auditoire que j'ai ce soir une enquête de télémédecine que je mène avec l'Université de Genève, l'unité des internistes généralistes et pédiatres, où on essaie d'évaluer les attentes, mais aussi les craintes des médecins face à la télémédecine, en vue de proposer, j'espère, des formations dès le prégradué aux médecins pour les sensibiliser justement aux pratiques en télémédecine. Donc, je vais partager dans le chat, mais ce sera, sauf erreur, partagé dès lundi par mail. Ces 4 questions, ça prend 10 minutes et je vous remercie pour tous ceux qui participeront à cette enquête. bon, eh bien, c'est surtout dans le chat, on a surtout des questions Covid, c'est normal, ça occupe toutes les têtes. C'est pas facile de venir avec un sujet un peu différent. On me rappelle dans le chat d'abord qu'il y a un courrier du médecin vaudois, celui de septembre 2020, hein, qui a aussi traité de la télémédecine. Je rappelle qu'il y a tout ce supplément à la revue médicale suisse c'était quelle semaine en gros je me rappelle, enfin c'était cet automne, hein,
vous tapez Sanae Mazuri et vous trouverez. Elle a écrit l'éditorial avec Antoine Geisbuller et il y a plusieurs articles vraiment passionnants. Je ne fais pas de la pub pour Merci. mon business, mais vraiment, c'est très bien. Et il y a, et on me rappelle, on me dit aussi qu'il y a sur le site de la SVM des informations sur le Covid, hein. Alors, moi, j'ai peut-être, je dois dire que je suis peut-être, finalement, peut-être un médecin moyen, même si je ne suis pas praticien, plus praticien du tout, mais à la fois fasciné et assez convaincu par les technologies numériques, mais en même temps très attaché au relationnel physique. On s'en rend compte d'ailleurs actuellement avec les Zooms à quel point ça manque. Mais je me dis aussi, je ne sais pas comment vous prenez cette réflexion, mais que de toute façon, les patients vont vers ça, qu'on le veuille ou non, et que si nous, les médecins, on ne se bouge pas pour entrer là-dedans, il y a les GAFA qui sont dans les starting blocks pour venir complètement s'impliquer dans ce domaine, ubériser la médecine. Comment vous voyez ça? Donc, c'est vraiment, encore une fois, ça apporte beaucoup et en même temps, on n'a guère le choix. Oui, tout à fait. Je vois que parmi mes patients, notamment, les patients adoptent assez facilement la télémédecine. Quand on leur propose une téléconsultation, ils trouvent ça plutôt confortable de ne pas avoir à se déplacer dans le suivi d'une consultation si c'est possible. Et que si l'outil est simple d'utilisation, ils vont assez facilement l'adapter, mais ils auront parfois quand même des questions en lien. Est-ce qu'il y aura des données échangées, des données stockées? Donc, c'est à nous d'être formés pour pouvoir mieux les informer et les rassurer et du coup de faire un choix réfléchi des outils qu'on va utiliser. Vous mentionnez Bertrand les GAFA qui essaient de se positionner dans le domaine de la santé comme Amazon. On peut s'attendre à ce que demain ils développent aussi des outils de téléconsultation avec des algorithmes qui pourront trier les patients. Nous, on essaie en tout cas, on s'y refuse. Quand on a développé avec mon équipe les outils de télémédecine HUG Atome et Docteur Atome, on a travaillé avec des patients et avec des soignants. Et dès le départ, les patients nous ont dit, nous, on veut tout de suite interagir avec notre médecin ou notre infirmière. On ne veut pas avoir des questions préalables qui peuvent nous angoisser. Et on a supprimé cette fonction d'algorithme pour justement ne pas pouvoir rassurer les patients. Donc, un outil qu'on a développé avec eux. Dans votre cabinet, si vous annoncez un peu la couleur en disant ici télémédecine, je ne sais pas, je ne suis même pas allé voir comment vous faites ça. Est-ce que vous avez l'impression que ça attire davantage de patients jeunes qui se disent, ah ben là, c'est un cabinet où je pourrais un peu plus me faire comprendre ainsi. Comment vous Oui, voyez ça? tout à fait. En fait, ce que je propose, c'est que via notre site web, on a la possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation présentielle ou en téléconsultation. La téléconsultation, je la réserve en général à mes patients que je connais et pas aux nouveaux cas. Et je vois en effet que ça attire beaucoup les jeunes patients, les cadres dynamiques qui n'ont pas le temps de quitter le travail pour venir consulter. Et ils apprécient la possibilité d'avoir cette téléconsultation. Pour les personnes plus âgées, quand on le fait une fois, ils y adhèrent assez bien, je trouve. Ouais. Et donc le Covid a beaucoup changé, ça aussi, Le hein. Covid a beaucoup changé, clairement. Il y a eu une telle frayeur de s'infecter dans nos cabinets, dans nos salles d'attente, Ouais. qu'on a vu entre le 16 mars et le 27 avril, moi j'ai eu une chute de mes consultations comme beaucoup de mes confrères. Il fallait presque appeler les patients pour s'assurer qu'ils allaient bien et leur dire qu'on était encore là pour eux. Et j'ai pu voir qu'au fur et à mesure, on a essayé des consultations par téléphone, puis on a remplacé par la vidéo. Et d'avoir un contact visuel, ça a beaucoup rassuré certains patients, même âgés en particulier, Ouais. qui étaient confinés seuls à domicile. Et moi, j'ai souvent vu ça comme une sorte de visite à domicile virtuelle. J'allais chez eux. Parfois, on faisait la rencontre du compagnon qu'on ne connaissait pas. Parfois, ils nous présentaient le chat. Et ça, je trouvais que ça renforçait le lien quand il existait déjà, le lien. J'ai une question de quelqu'un qui demande si en fonction de la problématique abordée par le mail, on peut aussi facturer par les prestations en absence. 141. Alors Savez-vous oui, ça? tout à fait, un message, tout à fait, la définition de la consultation par mail, elle répond à une consultation différée, donc message entre absents. Donc on peut considérer, si vous n'avez pas répondu instantanément, qu'il n'y a pas eu un échange direct, qu'on peut utiliser cette prestation en l'absence. D'accord. Bon, sinon, on me signale qu'il y a pas mal de personnes âgées qui n'ont pas de matériel, hein, pour faire de la consultation, et y compris des médecins âgés qui ne l'ont pas. Ben là, on peut dire, voilà, c'est comme ça. Enfin, qu'en pensez-vous?
C'est vrai que c'est des patients qui peuvent être exclus. Les patients qui ne sont pas Ouais. équipés, on sait que c'est des patients exclus. Quand on a choisi de développer Sujet Atome, Docteur Atome, on a fait en sorte que ce soit des outils très faciles d'utilisation, qui n'aient pas besoin de downloader, de télécharger quelconque outil où il faut des mots de passe, etc. On les Ouais. perd vite. Et actuellement, on est en train de développer un outil pour les patients équipés d'un téléphone avec caméra, bien sûr, qui permettrait de commencer par une consultation téléphonique pour mettre à l'aise le patient et de proposer de basculer en vidéo comme on pourrait faire avec d'autres outils. Bon, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on va être obligé, on a un tout petit peu pris du retard, mais d'arrêter là. Mais c'était passionnant et je rappelle à tout le monde qu'il y a ce numéro. J'espère qu'on vous réentendra bientôt parce il y a plein de choses à dire et je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à humaniser dans ce domaine qui bouge.